Bonjour, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui car nous allons ensemble faire une œuvre historique, c'est-à-dire faire reconnaître en France et en Occident eh bien, ce qui est encore peu connu, c'est-à-dire le système génocidaire Oustachi, et qui a eu des heures effroyables durant la Seconde Guerre mondiale et des conséquences bien après la Seconde Guerre mondiale. Alors ça, je le fais avec mes amis David Yakovlevitch, Paul-Antoine, Georges Méjean, dans le cadre de plusieurs associations, l'association Deca et Jasenovca, les enfants de Jasenovac, et l'association Collectif France-Serbie. Et ces deux associations ont pour but vraiment de faire connaître, je le répète, partout en Occident, une des heures les plus tragiques, les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, le génocide perpétré, organisé par l'État Oustachi. Alors, aujourd'hui, en fait, nous allons, pardon, nous allons commencer une série qui va durer, on ne sait pas encore combien de temps, mais en tout cas sur plusieurs numéros, toute une série sur comment a-t-on pu arriver à ces massacres organisés par l'État Oustachi, dans quel contexte et quelles sont leurs conséquences. Et donc c'est pour ça qu'on va prendre plusieurs moments pour pouvoir parler de ça. Le premier moment aujourd'hui, c'est revenir à la genèse du génocide Oustachi et donc se poser la question, qu'est-ce que l'identité croate et qu'est-ce que le mouvement Oustachi? Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans les Balkans, Serbes et Croates, pendant très longtemps, ne forment qu'un seul peuple. Ils font partie, si vous voulez, de ce qu'on appelle les Slaves du Sud, arrivés dans les Balkans à la fin du VIe siècle après Jésus-Christ, et vivent dans un système de fief qui va durer jusqu'au Xe siècle. Et le premier accident, si vous voulez, de l'histoire, c'est le schisme de 1054. Schisme veut dire en grec la rupture. Schisme entre l'Église d'Occident catholique, dirigée par la papauté à Rome, et l'Église d'Orient orthodoxe, dirigée par Constantinople. Donc dès 1054, il y a cette différence entre Romains d'Occident et Romains d'Orient. Pour nous, dans les Balkans, ça veut dire une différence entre les peuplades vivant en Croatie actuellement et les peuplades vivant actuellement en Serbie, en Macédoine et en Bosnie. Le deuxième accident d'histoire, c'est évidemment au moment de l'Empire austro-hongrois. Le grand ennemi de l'Empire austro-hongrois du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les Balkans, il y a pendant 4 siècles cette opposition entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, c'est vraiment l'arrivée assez conséquente de gens qui fuyaient l'Empire ottoman pour aller s'installer dans l'Empire austro-hongrois. Et dans l'Empire austro-hongrois, l'empereur d'Autriche, à partir du XVe siècle, va installer ces gens, et pour beaucoup d'entre eux, ce sont de simples paysans serbes, qui vont s'installer dans une région assez montagneuse, de façon à pouvoir contrôler les mouvements de troupes ottomanes. Et pardon, ces paysans serbes vont être utilisés par l'empereur d'Autriche pour contrôler à la fois cette frontière avec l'Empire ottoman, et en même temps pour pouvoir développer ce qui va être en fait une frontière militaire, une marche militaire, qui s'appellera la Krajina. Krajina, le nom slave pour frontière. Et donc, dans cette Krajina, les Serbes obtiennent le statut de paysans soldats, donc un peu des cavaliers, si vous voulez, qui vont contre la frontière, mais au grand bénéfice d'être exemptés des impôts. Alors qu'au même moment, le peuple croate, lui, eh bien, continue à avoir un statut de serf et de servir finalement l'empereur d'Autriche en payant les impôts. Et si vous voulez, le début de ce ressentiment de certains Croates contre les Serbes date de cette époque-là, de cette différence de statut, si vous voulez, d'un côté des paysans soldats exemptés d'impôts, face à des paysans asservis, assujettis aux impôts et au système féodal. Au XIXe siècle, autre moment, si vous voulez, de différenciation entre Serbes et Croates, qui est lui purement artificiel,
c'est au moment de la réforme de la langue serbo-croate, par Vuk Karadžić, eh bien, la construction finalement d'une identité croate. Construction d'une identité croate qui s'est faite au sein de l'Empire austro-hongrois sur des bases culturelles. Il fallait absolument créer une sorte de peuple croate avec ses traditions, sa culture, son folklore, alors que la langue serbo-croate était tout à fait identique. Et donc c'est sur l'ordre de linguistes, si vous voulez, commandé par l'empereur d'Autriche, que cette langue croate, au XIXe siècle, se différencie petit à petit du serbo-croate. Cette évolution, elle est encore très forte aujourd'hui. Hein. Il y a encore, depuis les années 90, pardon, des linguistes qui sont chargés de trouver des termes un peu différents du serbo-croate pour une langue qui est somme toute la même, autant du point de vue du vocabulaire que de la grammaire, que de la tradition finalement littéraire. Arrive la Première Guerre, et là c'est le quatrième choc, finalement la quatrième peut-être dissension entre les deux peuples. Les Serbes, beaucoup d'entre vous le savent, au sacrifice de plus des 2/3 de leur population masculine, ce qui est un cas unique dans l'histoire, vont se mettre du côté des Alliés, vont pouvoir libérer leur territoire grâce au soutien de la France, de l'Angleterre, de la Russie. Donc les Serbes sont du côté des pays, ce qu'on appelait l'Entente à l'époque, donc des pays alliés à la France. Alors que les Croates, eux, le plus connu d'entre eux, c'est Josip Broz, qui deviendra Tito, futur chef communiste. Les Croates, eux, eh bien, sont utilisés dans ces troupes austro-hongroises qui vont non seulement se battre du côté des alliés de l'Alliance en 1914, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, mais surtout, c'est l'historien Audouin Rousseau qui en parle très bien, s'adonner au premier massacre de civils dès 1914 dans ces montagnes de Bosnie et de Krajina à l'encontre des populations serbes. Et donc, il y a vraiment ce fossé qui s'accroît entre Serbes et Croates à partir de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre, c'est le projet, c'est le projet yougoslave qui va être victorieux. Le projet yougoslave qui est soutenu par les grands pays de l'entente, la France notamment, mais aussi par les États-Unis, selon le principe des nationalités, et qui va faire émerger dans les années 1920 eh bien, une Yougoslavie royaliste, avec à sa tête la monarchie serbe des Karađorđević, avec le roi Alexandre Ier de Yougoslavie, et un système, si vous voulez, qui était très fortement calqué sur le système français, avec des départements, des régions, de façon à ce qu'il n'y ait pas justement cette question d'identité ou de nation. Ni la Serbie, ni la Croatie, dans cette Yougoslavie royaliste, n'existaient, puisqu'elles étaient séparées par des départements qui avaient des noms, comme en France d'ailleurs, de fleuves, de rivières, et donc on appelait des BAN. Et le système des BAN, départements en région, a persisté jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est dans ce cadre-là que le parti paysan croate de M. Stjepan Radić eh bien, affirme de plus en plus l'autonomie. Pourquoi ? Parce que les Croates avaient l'habitude d'un statut autonome lors du XIXe siècle, qu'ils viennent de perdre après la Première Guerre. Ils font partie des perdants, ils ont été du mauvais côté, et en plus, eh bien, ils ont perdu leur autonomie. Et donc, Stjepan Radić, à la tête du parti paysan croate, n'a de cesse de demander une forte autonomie, ce que lui refuse le roi Alexandre Ier de Yougoslavie, arc-bouté sur l'idée d'un centralisme à la française. Et donc, il y aura énormément de péripéties dans les années 20 dans la vie politique yougoslave, et au sein même du Parlement yougoslave, eh bien, des violences assez fortes. Par exemple, en 1928, eh bien, un député monténégrin qui va en arriver à tuer, au sein même de l'Assemblée yougoslave, un député du parti paysan croate.
Et c'est là que tout s'accélère. Parce que dès 1929, pour arrêter cette hémorragie, le roi Alexandre de Yougoslavie va imposer ce qu'on appelait une dictature. La dictature du roi Alexandre à partir de 1929, c'est un système très centralisé, où le roi a vraiment pratiquement tous les pouvoirs face à une assemblée qui a des pouvoirs très limités, de façon à ce qu'il n'y ait plus ces dissensions, parti paysan croate, ou même l'émergence, par exemple, du parti communiste. Et donc, c'est là que tout ce qui a été mis en place, toutes ces graines, si vous voulez, qui ont été déposées par le cours de l'histoire, qui ont fait cette différenciation entre Serbes et Croates, de façon parfois construite politiquement, on a vu le cas de la langue, parfois vécue dans leur chair, on l'a vu avec la question de la Krajina, eh bien, ont amené à une véritable radicalisation du côté croate. Parce que dès 1930, un mouvement qui était né juste après la Première Guerre mondiale, le mouvement des Ustashi, des insurgés croates, va naître. Or, dès le début, il naît sur une ligne qu'on appelait cléricalo-fasciste. De grands historiens ont défini cette chose-là. Cléricalo-fasciste, c'est-à-dire un mouvement fasciste qui voue tous ses militants corps et âme à la volonté de leur chef, le Duce, là en l'occurrence c'est M. Ante Pavelić, et en même temps qui interdit dans le futur gouvernement toute assemblée démocratique, et qui rêve d'une société, si vous voulez, qui serait uniquement vouée au principe de la religion catholique. Et cette religion catholique, qui serait l'alpha et l'oméga, finalement, d'une société croate idéale. Mais idéale pourquoi? Ou idéalisée parce que jusque-là, il n'y a pas eu de nation croate en tant que telle. Et donc, Ante Pavelić, le chef du mouvement Ustashi, en même temps le Duce, le poglavnik, la tête de ce mouvement Ustashi, est accueilli, vous comprenez bien, à bras ouverts par son alter ego de l'autre côté de la mer Adriatique, M. Mussolini. Et donc, à partir de 1930, de l'autre côté de la mer Adriatique, il y a des camps d'entraînement terroristes en Italie mussolinienne, très connus à l'époque par les services de police français, par les services de police anglais ou américains, mais qui vont avoir, malgré cette surveillance, eh bien, des conséquences terribles, on va le voir. Et donc, la situation en Yougoslavie, elle, ne s'améliore pas. La dictature évolue un peu avec l'acceptation, l'intégration dans le gouvernement de ministres croates. Mais ça n'améliore pas cette question et ça ne permet pas de poser la question d'autonomie, de l'autonomie du peuple croate au sein de Yougoslavie. Cette autonomie est accordée à un moment donné, à partir de 1937, mais c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que les Ustashi préparent des attentats, et un de leurs attentats le plus éclatant a réussi non seulement à replacer la question croate au sein de Yougoslavie de façon pérenne, mais même jusqu'à aujourd'hui à limiter, si vous voulez, l'action politique des Serbes en tant que peuple. Cet attentat, vous le connaissez, c'est l'attentat de Marseille, le 9 octobre 1934. Le 9 octobre 1934, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie est accueilli par le gouvernement français, par alors la mairie de Marseille, le gouvernement français, et la police française lui dit quelques jours auparavant qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un attentat sur sa personne. Il balaye ça d'une main, il sait que c'est possible, mais bon, l'amitié franco-serbe est tellement forte à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'on est à l'apogée de l'amitié franco-serbe. 3 ans auparavant, en 1931, un sculpteur croate, M. Mestrovic, en plein cœur de Belgrade, la capitale yougoslave, avait sculpté un monument unique encore aujourd'hui, où est écrit « Nous aimons la France comme elle nous a aimés ».
Il y avait eu aussi 2 ans auparavant une mission de journalistes et de comédiens français qui avaient suivi la route des généraux Franchet-Espéret et Tranier, hein, cette route conquérante qui, en 1918, a permis aux troupes françaises et serbes au sein de l'armée d'Orient de libérer la Serbie. Et donc, le roi Alexandre pense que cette amitié est plus forte que tout et que les Croates n'oseront pas peut-être aller jusqu'au bout. Et donc, ce 9 octobre, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie débarque sur le sol français. Il est acclamé par une foule immense, parce que les Français connaissent très bien cette amitié franco-serbe. Dans les manuels scolaires dans les années 20, après la Première Guerre, il y avait un chapitre sur cette armée d'Orient et cette conquête héroïque. Et donc, tout se passe très bien au début, mais au moment de passer devant la chambre de commerce, eh bien, il est attaqué par un jeune terroriste macédonien, du mouvement nationaliste macédonien, enfin MRO, mais qui a été entièrement entraîné et préparé par les Oustachis. Et donc ce jour-là, ce jour funeste, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie meurt sur le sol français, mais non seulement lui, c'est Louis Barthou, le ministre français, qui meurt sur le sol national. Et donc les Oustachis ont réussi un coup de maître, parce qu'ils ont réussi non seulement à terminer, et pour des décennies, pour clore, pour couper l'amitié franco-serbe, qui mettra plus de 70 ans à renaître, mais en même temps, ils replacent la question croate, de l'identité croate, au sein de la Yougoslavie. Et c'est ça qui est important. Et dans les jours qui suivent, la monarchie a bien compris qu'elle est sur un terrain instable. Elle a beau mener des opérations de police dans les pays balkaniques pour aller chercher des soutiens et aller les enfermer, mais tant que Mussolini sera en place, eh bien, le mouvement Oustachie va proliférer. Et donc, on va voir que petit à petit, à partir de 1934, les Oustachis non seulement vont se renforcer, mais vont avoir des appuis, notamment au Vatican, qui vont leur permettre de pouvoir saper l'autorité de cette Yougoslavie royaliste. Voilà les amis, écoutez, ça a été le tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez être vraiment très actifs avec nous. Et dans très peu de temps, je vous raconterai, évidemment, dans le second épisode, comment les Oustachis ont réussi à détruire la Yougoslavie et à créer un système génocidaire qu'on n'a jamais connu jusque-là dans l'histoire. À très bientôt et bienvenue dans l'association d'aide Salias et collectif France Serbie. Au revoir.